Je voulais vous faire un retour sur le mastermind de Roland Frasier. Donc, j'ai été invité la semaine dernière donc, à un événement sur 2 jours, donc le mastermind épique de Roland Frasier. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Roland Frasier, donc c'est un Américain, un ancien avocat qui s'est reconverti dans le rachat d'entreprise et le consulting de dirigeants qui veulent faire de la croissance externe. Donc il a vraiment, cette capacité à développer, la croissance des entreprises, que ce soit de manière organique, mais également en rachetant, d'autres business et lui-même a réalisé, une quantité d'opérations. Là, ils sont sur, une introduction en bourse à plus d'1 milliard de dollars. Donc on n'est vraiment pas dans le même game. Donc alors un ancien avocat, il a fait du droit comme moi. C'était un juriste, d'affaires, comme moi. J'en suis pas à son niveau, mais vraiment ces 2 jours, c'était quelque chose d'extrêmement enrichissant et je voulais vous partager, les quelques enseignements que j'ai pu en tirer. Donc, alors, il y a rien de structuré, rien d'organisé. Vous voyez, j'ai mes notes, donc que j'ai pris durant, ce séminaire de 2 jours, donc ce mastermind. Je vous partage, ce qui me paraissait important à retenir. Donc pour nous repreneurs, français, mais déjà, peut-être le premier enseignement, clairement, c'est, l'importance de l'anglais. Alors je le sais, vous n'avez peut-être pas besoin aujourd'hui dans votre quotidien de parler, de pratiquer l'anglais, mais vous voyez, enfin, si moi j'étais pas en capacité de comprendre, et de parler anglais, j'aurais pas pu participer, j'aurais pas pu être invité à cet événement, donc à ce mastermind et je serais à passer véritablement à côté d'une vraie opportunité. Donc, si vous avez l'occasion ou, mettez-vous comme objectif également peut-être, d'apprendre l'anglais, de maîtriser l'anglais parce que ça va vous ouvrir des perspectives, vraiment et vous allez être en capacité de vous enrichir de contenus, de compétences auxquelles vous n'auriez pas forcément accès en restant axé sur, le français, sur le marché français. Et là, typiquement, vous pouvez, donc dans la salle, il y avait des Américains, des Anglais, parce qu'on était à Londres, donc il y avait des Hollandais, des Anglais, même des Portugais. Donc toutes ces personnes qui maîtrisaient l'anglais, qui se sont rassemblées autour de cet intérêt commun du rachat d'entreprise, qui peuvent s'associer aussi sur des deals. Donc vous voyez, on peut s'associer sur des deals dans cette communauté et même de vous-même, vous seriez en capacité d'aller réaliser des deals aux US. Typiquement, enfin, peut-être vous ne le savez pas, mais vous avez la possibilité d'obtenir la carte verte en rachetant des entreprises aux US. Donc ça, c'est hyper intéressant, d'autant plus que les seuils finalement ou les conditions pour obtenir cette carte verte ne sont pas très élevées quand on rachète une entreprise. Je crois que ça doit être une entreprise valorisée, c'est un peu plus d'1 million, peut-être 1,5 million ou 2 millions. Donc ça reste vraiment accessible à une entreprise qui permet de garder une dizaine ou une quinzaine d'emplois. Enfin, vous pouvez vous renseigner ou je vous mettrai les éléments dans la description. Mais voilà, très intéressant pour les personnes qui voudraient potentiellement obtenir la carte verte. Vous pouvez racheter des business aux US, vous pouvez racheter des business en Angleterre, vous pouvez racheter des business en Suisse. Vraiment, ça vous ouvre des perspectives. Donc, ne vous limitez pas au marché français, même s'il y a beaucoup de choses à faire sur le marché français. Mais surtout, quand vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez lire des ouvrages en anglais. Vous pouvez obtenir des connaissances, des compétences auxquelles vous n'auriez pas accès. Parce que souvent, même des cas sur le business sont accessibles uniquement en anglais. On n'a pas de traduction française. Donc, vraiment, peut-être, voilà, premier enseignement. Maîtrisez, apprenez l'anglais, ça vous permettra de participer à ce genre d'événement, ça vous permettra de monter en compétences, de progresser et d'obtenir des opportunités auxquelles vous n'auriez pas accès juste en vous limitant au français. Donc maintenant, si on entre plutôt dans le cœur de ce qui nous intéresse, donc le rachat d'entreprise, donc vraiment, on va noter quelques points qui me paraissaient importants. Alors, le premier enseignement, donc je le vois aussi souvent dans les échanges que j'ai avec ou les demandes des repreneurs qui me sollicitent, on a cette problématique des intermédiaires ou des avocats qui viennent bousculer et parfois même faire capoter l'opération.
Donc comment on peut adresser cette problématique? Donc l'idée c'est, comme, les Américains appellent, c'est, pre-frame. Ça va être de cadrer par anticipation, cette problématique qui risque de se poser. Donc quand on a, le deal qui va être pollué par ces, personnes extérieures, donc que ça soit le comptable, l'avocat, l'intermédiaire, le broker, donc vraiment ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense et il y a une majorité des deals qui ne se font pas parce que, c'est beaucoup plus compliqué en fait de, mettre, 5 personnes d'accord ou 3 personnes d'accord, plutôt que 2 personnes, le cédant, le repreneur. Donc à partir du moment où vous multipliez le nombre de personnes, votre deal a davantage de risques d'échouer, parce que l'avocat ne va pas comprendre telle chose, le comptable ne va pas comprendre telle chose. Du coup, ils vont, mettre en garde le cédant va paniquer, il va pas vouloir aller au bout de l'opération, et parfois même pour des choses, qu'on aurait pu, clarifier simplement. Donc 2 points importants là à penser, c'est, donc term sheet, prévoir un term sheet, donc c'est ce que nous on appelle la LOI ou même l'offre d'achat de manière un peu plus engageante, mais c'est, de retranscrire sur papier ce que vous vous êtes dit avec le cédant, pour être vraiment sûr que vous soyez alignés tous ensemble avant d'avancer plus loin dans le deal. Et donc, vraiment, de manière très simple, une LOI, vous n'avez pas besoin d'un modèle juridique très poussé. Ça peut être une simple page blanche. Moi, monsieur le cédant, moi, monsieur le repreneur, on s'est rencontrés ce jour et on envisage l'acquisition de la société dans telle ou telle ou telle condition. Le prix de valorisation, c'est ça 100 000 euros, c'est 800 000 euros, c'est 1 million d'euros. On s'est mis d'accord pour financer 100% en crédit vendeur, 80%, 50% en crédit vendeur, le reste en recherche de gaffe. On est d'accord pour réaliser telle opération de cession d'actifs, des éléments qui vont rentrer dans le cadre du deal. Donc, ne vous compliquez pas la vie, ayez vraiment, ou même peut-être un rapport aussi maintenant où vous pouvez utiliser des AI dans le cadre de vos réunions qui vous permettent de retranscrire ce que vous vous êtes dit avec le cédant. Et voilà, peut-être juste ce rapport, si c'est conforme, vous le signez et ça vous donne un cadre à la discussion et à la suite du projet auquel vous allez pouvoir vous raccrocher, comme on verra. Et puis surtout, le deuxième point, ça peut être de prévenir le cédant, prévenir de ce risque-là, de bien se mettre d'accord avec lui, de savoir est-ce que c'est lui le décisionnaire. Si c'est lui le décisionnaire et que vous avez construit telle ou telle solution avec lui, lui faire comprendre que vous allez aller au bout du deal dans ces conditions. Par contre, si ça nous a changé ces conditions, dans ce cas-là, vous ne serez potentiellement plus un repreneur intéressé ou un acheteur potentiel pour son entreprise. Du coup, le prévenir qu'il y a ce risque de conflit avec les personnes qu'il va solliciter. Donc, il a le droit, enfin, c'est normal, il a le droit de se faire entourer, de se faire conseiller. Après, une approche, ça peut être aussi de lui dire ok, parfait, vous allez sûrement aller consulter votre comptable, peut-être un avocat ou pas en fonction de la taille du deal ou de l'importance du deal. Mais du coup, prévenez-moi et puis on les voit ensemble, on les rencontre ensemble. De cette manière, vous serez en capacité de clarifier là où il y a besoin de clarifier, d'argumenter, de dire non, enfin, nous on s'est mis d'accord ici. Est-ce que ça pose un souci juridique, vraiment, hein, pas un problème d'engagement de telle ou telle part, mais est-ce qu'il y a un vrai risque juridique derrière? Il n'y a pas un risque juridique et que c'est ce que veut le cédant, dans ce cas-là, on s'en tient à ce sur quoi on s'est mis d'accord. Donc, ne pas hésiter à accompagner le cédant aussi dans cette démarche auprès des personnes tierces pour pouvoir cadrer, donc framer le deal et pouvoir piloter le deal de manière à s'assurer d'aller jusqu'au bout. Donc, ça peut vraiment vous aider. Deuxième enseignement, du coup, avec ce principe de cadrage, c'était en lien aussi, du coup, ça vous permettra d'éviter que le cédant ne revienne sur le deal après coup. Donc, il a discuté avec sa femme, il a discuté avec son comptable, et si
décide de revenir sur ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord, là, typiquement, vous allez pouvoir adopter un discours. euh, donc, deuxième enseignement, un, un discours alors, je ne vais pas dire un discours de conflit parce que c'est pas le mot, mais ne pas hésiter à se mettre en contradiction avec le cédant. Le deuxième enseignement, c'est vraiment de se dire que un deal, c'est pas tout fluide. Une discussion, une négociation de deal, c'est pas un chemin tout fluide, tout tranquille. Il va falloir vous mettre en opposition avec le cédant. Il va falloir conflicter, comme je disais, savoir adresser les objections. Et quand vous avez ce term sheet, vous êtes mis d'accord sur quelque chose, vous allez pouvoir adopter le discours, vous dire, voilà, enfin, moi je suis vraiment concerné par la situation aujourd'hui. Enfin, vous, monsieur le cédant, on s'était mis d'accord sur telle ou telle condition. Euh, j'ai rien inventé. On a le term sheet, c'est noté ici. On a construit ça ensemble. C'est ce qu'on voulait. Est-ce que c'est véritablement ce que vous vouliez? Et maintenant, vous me dites non, enfin, c'est pas comme ça. Enfin, ou la condition est différente. Du coup, moi, ça m'inspire pas confiance. Enfin, ça m'inspire pas confiance pour travailler avec vous, pour aller au bout de ce deal avec vous. Parce que vous changez d'avis comme ça. Et du coup, je me demande si vraiment vous savez décider ce qui est le mieux pour vous et tenir vos décisions, enfin vos engagements. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur quelque chose. Le jour de la signature, vous allez peut-être me dire finalement, non, ou pas dans ces conditions. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon temps comme ça. Moi, j'ai qu'une parole, donc on s'est mis d'accord sur ça et du coup, je respecte mes engagements. Si vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à respecter vos engagements, moi, je ne sais pas si je vais aller au bout de ce deal et racheter votre entreprise. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur d'avoir ces conversations difficiles. C'est ça aussi votre rôle de repreneur, c'est avoir ces conversations difficiles, faire face à ces objections, anticiper ces objections aussi. Et du coup, quand vous avez votre term sheet, votre cadrage que vous avez fait au départ, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous appuyer sur cet élément objectif pour avoir ce genre de discussion. Ça, c'est le deuxième enseignement. Troisième enseignement, qui va être de qualifier le cédant aussi. Ça, c'est très important. On a peut-être tendance en tant qu'entrepreneur à passer très vite sur ce sujet, mais il va falloir qualifier le cédant. Est-ce que c'est vraiment une personne qui est motivée pour vendre ou c'est une personne qui teste le marché ou c'est une personne qui n'est pas prête à vendre aujourd'hui? Donc, il faut vraiment creuser les raisons de la vente et très important de savoir est-ce que finalement le cédant il est vraiment vendeur au moment où vous discutez avec lui. Donc posez ces questions, depuis combien de temps il essaye de vendre l'entreprise ou depuis combien de temps il a mis l'entreprise en vente. Il faut vraiment essayer de cadrer ce projet. Parce que si c'est la première discussion qu'il a donc avec un repreneur, dans le niveau d'engagement pour la vente de son entreprise, il ne va pas être prêt tout de suite parce qu'il n'a pas été confronté à la réalité du marché, il n'a pas été confronté au fait que les banques financent pas ou peu les opérations, il n'a pas été confronté à des repreneurs réalistes qui lui auront proposé 50% de la valeur de ce qu'il a estimé avec son comptable. Ou 30%. Donc, si vous arrivez le premier, généralement, il y a des exceptions parce que c'est là aussi où on peut faire les meilleures opérations. Mais il se peut aussi que vous n'allez pas réussir à faire le deal parce que le vendeur n'est pas prêt. Il n'est pas motivé à vendre. Donc, il faut vraiment creuser pourquoi, depuis combien de temps il vend, pourquoi il veut vendre aussi. S'il vous dit qu'il part à la retraite, il faut vraiment creuser encore plus loin. C'est pas seulement un départ à la retraite, c'est qu'est-ce qu'il veut derrière. Qu'est-ce qui le motive à vendre? Est-ce qu'il est intéressé plutôt par l'argent? Est-ce qu'il est intéressé par le fait de retrouver de la sérénité, de ne plus avoir à manager des équipes ou à penser à tel ou tel aspect de son business? Qu'est-ce qu'il va faire potentiellement avec l'argent aussi? Ça vous donnera un indicateur. Est-ce qu'il a des projets? Est-ce qu'il veut réinvestir? Ça vous donnera vraiment des indicateurs sur son degré de motivation et
aussi sur est-ce qu'il a besoin d'argent tout de suite ou pas, de manière à envisager différents moyens de structuration derrière pour réaliser le deal. Donc, qualifier le vendeur, c'est vraiment essentiel. Est-ce qu'il est motivé maintenant? Si c'est pas le cas, c'est pas un deal qui est perdu, mais c'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui. Par contre, vous allez le garder dans votre deal flow. Nous, on utilise au sein de la communauté et les membres du programme et du mastermind, on a un outil spécifique dédié pour la gestion des deal flow qui nous permettent justement de pouvoir retrouver ces affaires et toutes les informations qu'on avait eues dans le cadre de ce deal et de se dire d'ici 2 mois, 3 mois, 6 mois, je reprends contact avec la personne, avec le cédant, pour savoir où il en est dans son projet de vente. Donc, vous voyez, peut-être vous n'allez pas faire l'acquisition à l'instant T, mais dans 6 mois, 12 mois, ça peut être 12 mois aussi. Là, ce sera peut-être le bon moment et vous aurez toutes les informations et vous aurez déjà construit un premier rapport avec le cédant. Et n'hésitez vraiment pas à relancer. Enfin, personne n'a jamais perdu un deal en relançant énormément le cédant. Ne pas hésiter à garder votre deal flow et à gérer vos deals sur la durée. Et du coup, un autre enseignement, donc troisième enseignement qui est important aussi, c'est surtout de voir ce projet de cession ou d'acquisition pour vous, de vous mettre à la place du cédant et de l'envisager comme un véritable parcours. C'est-à-dire que le cédant va passer par plusieurs étapes dans son parcours, un peu à la manière, si vous vous intéressez un peu au marketing, à la Customer Journey. Donc là, on a la journée du cédant en fait. Donc il va passer par différentes étapes et vous, votre rôle en tant qu'entrepreneur, ça va vraiment être d'être le facilitateur, donc cet élévateur du parcours cédant. Donc vous allez vraiment vous positionner en tant que facilitateur. Vous êtes là pour lui apporter une solution. Le cédant, il a un problème, il veut vendre et vous allez lui apporter la solution pour qu'il soit en mesure de vendre pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, qui n'est pas forcément un objectif de prix. Donc, dans un peu plus de 92% des cas, le prix, c'est pas le principal indicateur ou objectif pour le cédant. Donc, c'est vraiment la continuité de l'entreprise, savoir que ces collaborateurs pourront continuer à exercer. Lui, c'est peut-être partir en sachant que l'entreprise va continuer de fonctionner. Donc, le prix, c'est vraiment pas, dans toutes les études statistiques, c'est pas le principal indicateur pour le cédant. Donc, soyez ce facilitateur, posez les questions. Et d'ailleurs, ça nous emmène à un quatrième enseignement aussi, c'est que souvent des repreneurs me disent j'ai des soucis de crédibilité ou alors j'arrive pas à me vendre auprès du cédant. Et en fait, c'est vraiment ça la différence, c'est que vous ne devez pas vous positionner en tant que vendeur. Vous n'êtes pas un vendeur, vous êtes un facilitateur. Et en fait, vous allez avoir la crédibilité et le niveau de confiance nécessaire quand vous vous positionnez en tant que facilitateur. Vous verrez, ça sera beaucoup plus simple parce que vous allez poser des questions. Vous allez vous intéresser au cédant, à ce qu'il a construit, à l'entreprise. Vous allez vous sentir, vous allez être curieux. Le cédant, il va parler. Vous allez maîtriser le dialogue et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que d'essayer de se vendre en tant que repreneur. Vous allez prendre le lead sur la discussion. J'ai l'habitude de se dire aussi que vous devez en savoir davantage que les cédants ou que les intermédiaires, parce que les problématiques de crédibilité, est-ce que vous êtes assez bien, est-ce que vous êtes trop jeune, est-ce que vous êtes une femme, vous seriez un homme. Ces soucis de crédibilité, c'est vraiment une histoire de mindset et de savoir qu'à partir du moment où vous en avez plus que la majorité des cédants et des intermédiaires, vous allez voir que les relations et les discussions seront beaucoup plus faciles et vous serez beaucoup plus confiant parce que vous maîtrisez tout le process, tout le parcours. Et de cette manière, en fait, les cédants ou les intermédiaires ne vont pas vous poser les questions qui fâchent. Enfin, combien vous avez d'apport? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop jeune? Alors que si vous arrivez en étant un peu recroquevillé, vous ne savez pas trop, enfin, vous hésitez, vous ne savez pas de quoi vous parlez, effectivement, là, ça va poser un problème. Par contre, quand vous maîtrisez votre sujet, les personnes autour de vous n'auront même pas eu le temps de se poser des questions. Ils vont se dire, ce mec-là, il sait ce qu'il fait, il connaît le rachat,
Du coup, il sait comment ça fonctionne. Donc, quand vous prenez le lead sur le parcours de session, c'est à ce moment-là que vous allez obtenir la crédibilité nécessaire et que vous-même, vous allez vous sentir en confiance. Donc, n'hésitez pas à vraiment faire passer le cédant du point A au point B. Donc, le point A, c'est il a envie de vendre. Le point B, c'est il vend son entreprise. C'est ça son objectif. Et vous allez l'accompagner. Vous êtes le facilitateur dans cette journée du cédant. Quoi d'autre? Du coup, comme enseignement, un petit tips également, justement, pour construire cette relation de confiance ou ce rapport. Ça peut être intéressant aussi de prendre un petit engagement vis-à-vis du cédant. Vraiment quelque chose, pas un gros engagement, mais une petite promesse que vous allez tenir. Typiquement, c'est je vais vous ajouter sur LinkedIn, je vais vous envoyer un email telle date. Et là, en fait, vous allez voir que vous allez vous démarquer de la majorité des entrepreneurs, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tiennent pas leurs engagements aujourd'hui. Et vous, même si c'est un tout petit engagement, mais c'est le fait d'avoir cet engagement, de le respecter, vous allez établir ce niveau de confiance avec le cédant qui va déjà se dire dans un premier temps, de façon consciente ou inconsciente, ce mec-là, il tient ses engagements, enfin, il a l'air sérieux. Donc voilà, ça peut être aussi pour capitaliser sur votre discussion avec le cédant et créer ce rapport de confiance. N'hésitez pas à prendre ces petites formes d'engagement et les respecter de manière à sceller un peu cette confiance pour que le cédant se dise « Ah oui, c'est à lui que j'ai envie de vendre ma boîte ». Donc ça, c'était un petit tips intéressant. Quoi d'autre? Du coup, question de crédibilité. Ouais, je savais pas, d'ailleurs, on m'a raconté l'histoire Roland a parlé de Beyoncé, en fait, qui, à la base, était timide aussi et qui a décidé de se mettre dans ce personnage, justement, de Beyoncé. Donc, quand elle passait sur scène, elle se mettait véritablement dans ce personnage. Elle n'était pas du tout comme ça dans la vie active, mais pour performer sur scène, elle avait besoin de se mettre dans ce personnage et donc elle changeait un peu d'identité. Et du coup, ça peut être intéressant pour vous, enfin surtout quand vous débutez, de vous dire, voilà, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le dirigeant, j'ai une négociation, enfin j'ai une discussion, un échange avec le dirigeant. Je me mets dans le personnage d'un repreneur. Enfin, aujourd'hui, je suis un repreneur. Ça peut vous aider à vous sentir plus en confiance dans vos échanges. C'est important parce que ces questions d'identité, en fait, elles vont conditionner la réussite de vos projets. Et quand vous positionnez un véritable repreneur, c'est à partir de ce moment-là que vous allez inciter la confiance, enfin inspirer la confiance et être en mesure de sceller le deal. Quoi d'autre? En termes d'enseignement, on a parlé de consulting for equity, donc des prises de participation en échange de vos compétences. Ça, je ferai une vidéo à part, vraiment un sujet dédié, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes aussi là-dessus. Un autre enseignement, c'est utiliser l'IA aussi. Cinquième enseignement, utiliser l'IA. Aujourd'hui, ou moi personnellement même, je ne l'utilise pas suffisamment, mais ça peut être un vrai business partner. Donc pour identifier et trouver des business, pour trouver des acheteurs stratégiques à la sortie aussi, potentiellement, pour faire des études de marché, des analyses de deal, même analyser des documents, faire une partie de due diligence. Trouver les meilleurs business en fonction des critères que vous avez identifiés. Donc vraiment, aujourd'hui, on a ChatGPT, Claude, on a Gemini qui vous permet de réaliser quantité de choses dans le cadre de vos deals. Donc faites-le de votre côté. Moi, je vais développer pour les membres de la formation du Mastermind aussi des outils, des prompts, même des bots. Je vais voir pour mettre en place ça, mais qui permettent de nous accompagner dans le cadre de nos deals. Et il y a vraiment des choses intéressantes à faire et à creuser. Quoi d'autre? Donc ça, c'est... Ouais, on a fait des études de cas avec des modes de structuration qui nous permettent de ne pas utiliser d'argent personnel. Donc ça, je verrai en détail avec les membres du Mastermind. Mais peut-être quelque chose d'intéressant
pour vous, notamment dans le cadre d'une négociation, un crédit vendeur, on a souvent la problématique avec le cédant qui n'est pas forcément rassuré par le crédit vendeur. Donc, si vous ne connaissez pas le crédit vendeur, c'est voilà, plutôt que de payer le prix de cession au moment du closing, au moment où on signe l'acte de cession, vous vous mettez d'accord avec le cédant pour lui payer des échéances tous les ans, les semestres, tous les trimestres, pendant 5 ans, 4 ans, 3 ans, enfin, peu importe ce sur quoi vous mettez d'accord avec le cédant. Vous allez le payer sur la base des résultats qui sont générés par l'entreprise. Donc, vous ne payez pas tout de suite, vous payez avec des échéances au fil du temps. Et souvent, le cédant va dire, bah oui, mais finalement, est-ce que moi, vous allez me payer les échéances? Je ne vais pas être payé tout de suite, je vais devoir attendre quelques années. Donc, on a souvent cette objection du cédant. Et sachez que donc, ce crédit vendeur, c'est une créance que le cédant détient donc, sur vous, votre société holding. Et cette créance, il est en capacité, lui, de la revendre à des organismes spécialisés qui vont racheter la créance et qui vont le payer, lui apporter le montant équivalent à la créance. Alors, c'est pas le montant équivalent parce que dans les faits, il va perdre peut-être 10, 15 ou 20% selon les organismes. Par contre, il va recevoir l'argent tout de suite. Et ça peut être intéressant, du coup, si la banque, si les banques traditionnelles ne financent pas, que vous ne trouvez pas d'autres éléments de structuration, que vous êtes mis d'accord sur le crédit vendeur, que le cédant tique un peu, vous pouvez lui dire, OK, on s'est mis d'accord sur le crédit vendeur, donc ça, c'est l'élément de structuration aujourd'hui, mais derrière, si vous voulez recevoir l'argent tout de suite, vous êtes en capacité de revendre votre créance à tel ou tel organisme. Et donc ça, l'IA aussi va chercher, ça vous permet de trouver les bons organismes auxquels s'adresser. Ou Google, faites des recherches sur Google. Et le cédant, il va recevoir son argent. Alors peut-être un peu moins d'argent que ce qu'il voulait au départ, mais il aura l'argent tout de suite. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez payer cet organisme à la place du cédant. Et donc, le cédant n'aura plus rien à voir avec l'opération. Donc ça peut être intéressant. Et même pour aller un peu plus loin, si vous êtes un peu filou et vous avez de l'argent, vous faites appel à un partenaire, vous pouvez très bien lui vendre ce crédit vendeur et derrière lui racheter sa créance pour racheter l'entreprise 15 à 20% moins cher. Enfin, ça peut être un moyen de racheter l'entreprise moins cher aussi. Mais bon, on ne va pas aller dans ce niveau de détail. Mais sachez que voilà, c'est un excellent outil en fait pour vous mettre d'accord sur un crédit vendeur et rassurer le cédant derrière lui dire voilà, si vous voulez vraiment l'argent tout de suite, vous en aurez un peu moins, mais par contre vous avez l'argent tout de suite, donc vous avez ces organismes qui vous permettent de racheter les créances. Donc ça, c'est un truc stop qu'on a vu, on a vu plein d'autres choses. Comme je disais, je vais aller en détail dans une autre vidéo avec les membres du mastermind. Donc ça, je l'ai vu. Autre enseignement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, peut-être un dernier enseignement sur les niveaux de valorisation aussi, qui est important à comprendre. Sur les multiples, vous avez plusieurs catégories d'acheteurs. On a des acheteurs type particulier ou entrepreneurs particuliers qui vont acheter comme nous avec des niveaux de valorisation et des multiples de 2 ou de 3. Derrière, vous avez des acheteurs stratégiques ou des fonds d'investissement qui vont s'intéresser à une typologie d'entreprise, donc généralement qui génère plus de 2 millions d'euros de résultats. Ils ne vont pas s'intéresser aux plus petites entreprises, mais à partir de 2 millions d'euros de résultats, le multiple moyen, c'est entre 10 et 12. Donc, quand vous savez ça en tant qu'entrepreneur, vous êtes en capacité de construire une stratégie de build-up. Ça, c'est un niveau peut-être un peu plus avancé, mais vraiment puissant. C'est de se dire que vous allez racheter 4, 5, 6 ou une dizaine en fonction du niveau de résultat de l'entreprise. Donc, plusieurs entreprises. Vous savez que vous avez réalisé une opération. Vous allez dupliquer derrière plusieurs entreprises pour avoir un résultat consolidé de minimum 2 millions d'euros.
et être en capacité de revendre à ses acheteurs stratégiques avec un multiple de 10. Et quand vous mettez en place cette stratégie, en fait, finalement, typiquement, sur une entreprise qui dégage entre 250 et 300 000 euros de résultats, donc vous en rachetez une première, vous mettez comme objectif dans les 2 à 3 ans, vous faites que ça. Vous faites du rachat d'entreprise, vous faites que ça, vous mettez 2 à 3 ans pour racheter, vous savez qu'il vous faut 2 millions de résultats, donc vous divisez par les 300 000 ou les 250 000, ça vous fait 5 à 6 entreprises à avoir avec ce niveau de résultat, pour arriver à ces 2 millions consolidés. Donc du coup, quand vous en avez déjà une, vous vous dites, vous devez en trouver 3, enfin 4 ou 5 business similaires. Donc 6 entreprises qui dégagent 300 000 euros de résultats, ça vous fait vos 2 millions consolidés. Vous allez les racheter à peu près pour 6 millions d'euros, et ça, avec les multiples de 3, avec un multiple de 12, vous revendez 2 millions d'euros de résultats consolidés, vous revendez 24 millions d'euros. Donc là, la stratégie de build-up, typiquement, vous aurez racheté pour 6 millions, 5 entreprises similaires à celles que vous avez déjà, et vous revendez pour 24 millions, ce qui fait que vous allez générer 18 millions d'euros sur cette opération. Donc, entre 2-3 ans, sans rien changer aux entreprises, sans améliorer le résultat. C'est vraiment consolider, racheter, faire un build-up, donc racheter les mêmes secteurs, donc de façon horizontale dans le même secteur d'activité ou de façon verticale, donc des fournisseurs ou sous-traitants. Et 2 à 3 ans, avec cette stratégie, vous êtes en capacité de générer les résultats de toute une vie, en fait, ou des revenus de toute une vie. Et c'est un peu le principe de Roland et son mantra, se dire que vous devez tous les 3 à 5 ans générer les revenus de toute une vie pour pouvoir vous enrichir véritablement. Mais rien qu'en réalisant une seule opération de build-up de cette manière, même si vous mettez 5 ans, 6 ans, plus longtemps, mais en réalisant simplement cette opération de build-up, vous êtes en capacité ensuite de générer ces 18 millions d'euros. Vous pouvez les placer sur, ou à la bourse, sur des ETF, ce qui vous fait vraiment des revenus passifs. Et tous les mois, vous allez générer 40 000, 50 000, 100 000 euros de revenus par mois, véritablement passifs. Et ça, c'est peut-être une stratégie à réfléchir, à actionner, à mettre en place quand vous voulez vraiment vous concentrer sur cette stratégie de build-up. Ça peut être hyper puissant. Donc voilà, les quelques enseignements. J'espère que ça vous a plu. C'était pas trop structuré, désolé, peut-être pour de prochaines vidéos. Mais voilà, je voulais partager tout ça avec vous. C'est super, moi j'ai trouvé ça super enrichissant, une très belle expérience. Et j'espère que ça vous aidera dans votre parcours de repreneur. Donc, et puis on va se mettre à faire des vidéos aussi, ça peut être sympa. Donc écoutez, je vous dis à très vite. Merci beaucoup.